Quelle joie, et oui, de vous retrouver parce que ça faisait quelque temps qu'on s'était pas vu ensemble pour se retrouver pour ce rendez-vous incontournable du mercredi soir en cette saison. Et ce soir, pour fêter notre grand retour après quelques semaines d'absence, eh bien, nous avons décidé d'évoquer une thématique qui nous est chère, les droits des LGBTQIA+, puisqu'un événement aura lieu ici à l'Université Gustave Eiffel dans quelques semaines. Événement que notre cher Loïc, que nous accueillons ce soir, va nous teaser. Et donc Loïc, je te laisse te présenter tout simplement, à la fois toi en tant que personne et puis ton projet aussi, très rapidement. On aura l'occasion d'y revenir d'ici quelques minutes. Loïc, c'est à toi, je t'en prie. Merci Loïc. Ah oui, on s'appelle Loïc. C'est un sacré paradoxe. Coiffeur. Du coup, je suis actuellement étudiant en entrepreneuriat ici à l'Université Gustave Eiffel. Investi au Parlement étudiant, je me suis saisi de cette Pride parce que ça a été fait pendant 2 éditions et j'ai décidé de renouveler cette expérience pour sensibiliser et diversifier cette cause qui compte pour l'Université Gustave Eiffel. Voilà. Alors, j'espère qu'à l'écran, tu n'as pas été parasité par un petit son qu'on a entendu en régie. C'est indépendant de notre volonté. Non, ça va très bien. Merci Loïc en tout cas. Et puis ce soir, petite nouveauté, car c'est la première fois que nous accueillons en distanciel, en visio, Nina. J'espère qu'elle nous entend. Bonsoir, je vous entends très bien et vous ? Bonsoir Nina, très bien. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc comme Loïc, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Oui, bien sûr. Et ben moi, du coup, je suis Nina Morel, j'ai 24 ans. Je viens tout juste de finir mes études à Sciences Po Lyon. Et maintenant, je suis à Rennes où je suis en formation. Je suis une future directrice d'établissement de santé publique. Et en parallèle de ça, je suis la présidente du parti politique Allons Enfants. Et je suis numéro 2 de la liste de Changer l'Europe pour les élections européennes avec le député sortant Pierre Larouturou. D'accord, très bien. D'ailleurs, au niveau de cette campagne des européennes, est-ce que tu as déjà été invité dans d'autres médias ? Est-ce que la campagne se passe bien avec les petits candidats ? On en parle beaucoup au présidentiel, mais pour les élections européennes, c'est un petit peu la même chose. Comment ça se passe ? Comment tu le vis, toi, ton regard ? Eh ben, c'est toujours des expériences qui sont riches. C'est toujours en effet un parcours du combattant pour réussir à être invité dans les médias. En effet, les médias ont du mal à comprendre que pour les élections européennes, c'est un binôme tête de liste. Et donc, ils ont tendance à mettre en avant que les têtes de liste et oublier les 80 personnes qui sont derrière cette tête de liste. Donc, c'est un combat de tous les jours, mais on a quand même la chance d'avoir un député européen sortant qui, lui, est quand même invité sur tous les médias traditionnels. Bon, écoute, on espère que cette campagne va continuer à bien se dérouler, malgré les polémiques ambiantes, c'est un peu compliqué parfois. Et nous, on essaie justement de prendre un petit peu de hauteur de vue ici à Tribun. J'ai vu passer un commentaire et donc je vais pouvoir... pas rétablir, mais en tout cas poser un petit peu les bases. Ce soir, ce n'est pas forcément un débat, c'est une discussion autour des droits des LGBTQIA+. Et donc, on va essayer d'agrémenter cette discussion qui sera fort intéressante. J'en ai aucun doute. Aussi ce soir, quelques petites nouveautés qui parsèmeront cette émission. La météo de Débo dans quelques instants avec Déborah, notre chroniqueuse. Et par rapport aussi au distanciel, petite précision, excusez-nous si on a parfois quelques difficultés, c'est une grande première, mais je sais que vous nous en excuserez par avance. On va commencer par mon billet d'humeur, voilà, comme chaque mercredi, avec un jingle. Toujours pas de jingle au moins. Mais à chaque fois, je pense qu'il y en a un et à chaque fois, je me fais avoir. Mais c'est ça. Bon, on va commencer alors. Très court billet d'humeur ce soir. Ce soir, donc, est venu le temps de vous conter une valse à 1000 temps qui nous emporte depuis plusieurs semaines maintenant et dont nous apercevons au loin, mais de plus en plus près, l'échéance fatidique. Et quelle échéance ? Je ne peux que narrer l'Eurodébat de la jeunesse. J-6 pour porter la parole des jeunes vers les échos les plus scintillants des plus belles montagnes. Faites-nous confiance pour promouvoir la démocratie étudiante qui est notre credo depuis le début. Nous savons que c'est difficile pour vous au quotidien, que les problématiques que vous rencontrez vous pèsent. Plusieurs exemples ont jalonné cette saison, encore récemment avec Honoré et le combat qu'il mène, combat que nous saluons, au même titre que la personne qui le porte, cela va de soi. Et de ce fait, ce fardeau ne peut être acceptable dans une société comme la nôtre.
Dans ces tourments, parfois la difficulté peut paraître insurmontable, mais à la fin, vous voyez la victoire et la reconnaissance. Gardons cela à l'esprit, chers amis. Dans le même esprit, faisons en sorte que l'Eurodébat soit l'une de ces étapes vers cette victoire, celle des idées et de la démocratie. 21 mai prochain, 19h, 22h, avec un parterre d'invités exceptionnel à l'amphithéâtre Bienvenue de l'Université Gustave Eiffel, l'Eurodébat de la jeunesse donc. La billetterie est disponible dans notre Linktree sur notre page Instagram. On espère vous y voir évidemment nombreuses et nombreux, et on n'en a aucun doute évidemment. Merci de votre écoute. On va donc passer maintenant à notre revue d'actu. Et là, on a un jingle. Je le sais. En fait, je suis désolé, c'est l'humeur qu'on avait et pas. Ah bon, c'est pas grave. Bon bah c'est pas grave. Donc du coup on va commencer cette revue d'actu à la wall again avec, je reprends mes fiches. Voilà la situation donc à Sciences Po Paris. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, évidemment. Situation compliquée, blocage, déblocage, beaucoup de médiatisation aussi derrière cet événement, notamment l'affrontement verbal entre François-Xavier Bellamy et Louis Boyard. Ça a fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'infos généralistes mainstream. J'aimerais demander à nos invités ce soir, en commençant par Loïc, ton regard sur cette situation-là à Sciences Po Paris et comment tu vois l'avenir par rapport à cette école et par rapport à tout ce qui se passe comme débat dans la société sur ce sujet précisément. Alors moi, mon avis sur cette question, c'est que c'est quelque part représentatif de la réalité de la société actuelle, puisque c'est très chaotique, et cette situation de blocage, de déblocage qui se perpétue montre quelque part qu'il y a un conflit même sur la formation même de la politique, et je pense que ça c'est normal qu'on se pose des questions, que ça soit médiatisé, parce que ça devrait être là qu'on forme ceux qui encadrent la société et qui portent les idées et l'avenir du pays, et on voit qu'ils sont eux-mêmes confrontés à ces propres conflits. Donc c'est pour moi c'est chaotique et c'est quelque part une représentation de tout ce qui se passe. Voilà pour moi. Nina, une réaction aux propos de Loïc que tu soutiens peut-être, et puis ton propre regard sur cette situation. Oui, moi je tiens d'abord à dire que j'apporte mon soutien total aux étudiantes et étudiants qui manifestent pacifiquement pour dénoncer les horreurs qui sont perpétuées à Gaza. Je trouve que ces étudiants et étudiantes ont un courage fou. J'ai moi-même pu assister à plusieurs blocages à Sciences Po Lyon quand j'étais encore étudiante pour d'autres raisons. Mais moi, ce que je tiens surtout à dénoncer dans cette situation, c'est les violences inouïes qui sont produites envers cette jeunesse. Ce sont les violences policières, les gardes à vue à répétition. Alors que, comme vient de le dire très justement Loïc, Sciences Po, c'est un lieu de débat où on forme des futurs décideurs politiques. Et donc, c'est normal que cette jeunesse-là, elle soit politisée. C'est normal que cette jeunesse-là donne son avis. Et aujourd'hui, comment ne pas être révolté face à l'immobilisme et à la complicité de nos gouvernements dans le génocide en cours à Gaza. Donc voilà, moi j'apporte tout mon soutien à ces personnes qui ont un courage immense. Et normalement, si les classes dirigeantes faisaient leur travail, des personnes de nos âges n'auraient pas à utiliser de leur temps pour expliquer à ces adultes-là comment être responsables. Et aujourd'hui, quand on voit l'hypocrisie de la situation, on est contraint de se mobiliser, en fait. C'est une nécessité face à la situation. Loïc, une réaction sur les propos de Nina et puis aussi sur la contradiction qui est apportée aussi aux propos à la ligne que vous défendez, c'est-à-dire la droite, François-Xavier Bellamy notamment, qui lui condamne ces blocages qui mettent en péril selon lui la réputation de Sciences Po Paris. Qu'en penses-tu, toi ? Alors moi, je rejoins Nina sur le fait que c'est des étudiants qui sont politisés et donc c'est normal qu'ils soient impliqués dans les causes du monde. Et le fait qu'il y ait des violences qui soient perpétuées pour des gens qui réfléchissent, je trouve ça aussi abominable parce qu'on devrait être... Enfin, c'est dans liberté, égalité, fraternité, ce sont nos valeurs. Mais on voit aujourd'hui à la télé et dans les actions qui sont perpétuées que c'est totalement pas ça qui se passe et que dès qu'on n'est pas en accord avec une politique ou avec des gens, on est brimé et violenté. Et pour moi, c'est pas normal, surtout pour des jeunes qui justement essayent de faire évoluer les choses et d'ouvrir l'espace au débat. Ça devrait pas se terminer par des gardes à vue et de la violence.
Nina, dernière réaction avant de passer à notre seconde actualité. Oui, je dirais qu'en fait, on est tout un petit peu contraints et contraintes d'utiliser les différents moyens d'action qui nous sont laissés pour contester cette situation. Aujourd'hui, quelle autre option on nous laisse en tant que jeunesse pour prendre part à ce débat de société autour de la situation entre Israël et Gaza? Et moi, ce que je tiens aussi à dénoncer, c'est le traitement médiatique qui est fait depuis des semaines. Aujourd'hui, dès qu'on dénonce ce qui se passe à Gaza, on nous brandit l'arme de l'antisémitisme. Et je trouve qu'aujourd'hui, le débat public est d'une pauvreté autour de ce sujet-là, comme si on ne pouvait pas prendre position contre un génocide sans être, en étant directement attaqué d'antisémite. Et il y a un détournement de cette définition qui, pour moi, est dramatique et ne permet en rien d'apaiser la situation, ce qui est pourtant ce que demande la majorité de notre société. Oui, c'est vrai qu'il faut effectivement à chaque fois, dans tout sujet d'ailleurs, essayer d'élever le débat, éviter toute polémique et essayer de réfléchir sur le fond plutôt que sur la forme. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie ici avec Tribun et notamment avec l'ajoute de tout à l'heure. Deuxième actualité, ce soir, on va parler d'une actualité liée à la Nouvelle-Calédonie avec les émeutes depuis plusieurs jours qui se déroulent là-bas. Un gendarme d'ailleurs a été tué la nuit dernière, on l'a appris il y a quelques heures. Soutenez-vous, vous, le mouvement de contestation des indépendantistes qui se déroule là-bas? Quel est votre regard aussi sur cette situation qui est quand même très compliquée? On voit pas forcément le bout du tunnel, ça paraît difficile. Un avis et puis peut-être aussi des solutions à apporter pour essayer de régler ce conflit. On sait que la gauche, par exemple, appelle à faire réémerger, si je puis dire, des figures un petit peu nationales comme Lionel Jospin, qui sont un petit peu... qui peuvent rassembler un petit peu la population pour essayer de calmer les choses. Toi, Loïc, ton regard là-dessus? Alors moi, mon regard dessus, c'est que quelque part, on dépossède les gens de leur lutte, un peu comme la précédente information. On préfère s'intéresser aux violences et aux dégâts plutôt qu'au fond, et c'est en s'intéressant au fond qu'on peut vraiment faire évoluer les choses. Et sur ce conflit-là, je pense qu'il faut vraiment aller dans les revendications qu'il y a derrière ces indépendantistes, parce que quelque part ils subissent des conditions de vie abominables et aujourd'hui ils réclament, c'était ce que disait justement Nina, le seul moyen qu'il leur reste aujourd'hui c'est la violence et c'est malheureux d'en arriver à là. Et je pense que la politique aujourd'hui et les décideurs de notre pays doivent prendre ça en compte et avancer avec, plutôt que de demander à des gens de se réapproprier leurs paroles, leur lutte, ou de détourner quelque part ce qui se passe sur des violences, sur des actes, alors que quelque part il y a quelque chose au fond qui est historique, qui est là depuis très longtemps. On a fermé les yeux dessus et aujourd'hui, il faut se réveiller pour construire quelque chose de mieux, parce que si on continue à détourner le véritable problème, comme on le fait quelque part avec le conflit qu'il y a actuellement, ça va créer encore plus de violence et encore plus de morts des deux côtés. Et est-ce que tu penses que justement sur ce genre de conflit, il faut qu'il y ait des figures qui fassent consensus? Je parlais de Lionel Jospin tout à l'heure, il peut y en avoir d'autres, mais qui dans la population française fassent consensus et donc puissent élever le débat et essayer de calmer la situation. Ça peut être sur la situation qui se passe à Gaza, sur la Nouvelle-Calédonie, sur d'autres situations en France. Est-ce que tu penses qu'une personne peut essayer de faire calmer le jeu, ou alors la jeunesse aussi qui peut prendre le lead? Alors moi je pense que c'est pas forcément une personne, et je pense que c'est aussi ça le problème actuellement de la politique, c'est qu'on se concentre, c'est un peu, même quand on parle des élections qui arrivent, on se concentre que sur une tête de liste, que sur une personne, alors que c'est toutes les autres personnes qui portent les idées politiques et qui portent ces luttes. Et je trouve que c'est trop facile et c'est détourner l'impact des institutions et même des causes en se concentrant que sur une personnalité, alors que c'est énormément de gens qui sont derrière ça et ils représentent d'ailleurs eux-mêmes énormément d'autres gens. Et c'est en faisant remonter la parole de tout le monde qu'on fait avancer les choses, pas juste une personne qui va forcément paradoxalement défendre ses propres intérêts. Quand il y a une multitude de personnes, c'est aussi ça la force de la démocratie, c'est quand il y a une multitude qui porte une voix. D'ailleurs, on dit tête de liste, mais Nina l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est un binôme avant tout, et donc on le rappelle à juste titre. Merci Nina de ce petit rappel tout à l'heure. Toi, la situation en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux propos de Loïc et puis ton propre regard là-dessus? Oui, je pense que mes propos vont compléter ceux de Loïc. En effet, aujourd'hui, cette violence, on peut la considérer à juste titre comme l'expression d'une douleur de cette histoire coloniale qui n'a pas été traitée en Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas dans la plupart des colonies françaises. Cette violence,
c'est toujours la question de la violence légitime ou pas, et je suis personne pour trancher cette grande question, mais aujourd'hui c'est clairement la seule solution qu'a trouvé cette partie du peuple qui reste opprimée. Et moi, ce que je trouve qu'il est important de dénoncer, c'est le mécanisme en fait dans lequel nous pousse la Macronie depuis toutes ces années. C'est qu'à chaque fois, ils ont l'insolence de passer leur temps à embraser les situations. Et une fois que la situation est au paroxysme de sa violence, ils sont là et ils appellent au calme en disant on va inviter tout le monde autour de la table, on déclare l'état d'urgence, on envoie les forces de l'ordre. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas traité ces questions-là au fond et qu'on reviendra sur les douleurs historiques, sur qu'est-ce qu'on a fait et reconnaître nos torts, on n'arrivera absolument rien. On mettra juste des rustines sur un problème qui est total. Et pour rebondir sur la solution entre guillemets que propose la gauche d'envoyer Lionel Jospin, enfin, quelle est la légitimité de Lionel Jospin à se poser entre guillemets comme homme providentiel qui va résoudre une situation historique? Enfin, moi je trouve que c'est un petit peu lunaire de proposer ça. Je pense qu'il faut tout faire entre guillemets. Enfin, la force publique doit tout faire pour essayer de faire discuter à la même table les indépendantistes et les loyalistes. Mais encore une fois, imposer nos solutions depuis la métropole, je ne vois pas en quoi ça pourrait arriver à une solution durable. Loïc, dernier mot avant notre Qu'est-ce Cookie et l'actualité à deviner. Non, mais moi je suis totalement en accord avec Nina. J'ai cru voir des questions passer. Je sais pas si on répond aux questions. Bon, non, alors merci de me faire cette passe décisive. On va y répondre tout à l'heure, notamment dans la joute. Là, c'est vrai qu'avec l'horaire, on est un petit peu pressé par le temps, très légèrement. Mais n'hésitez pas à réagir en live. Chaque semaine, vous y prenez beaucoup de plaisir. On vous en remercie. Faites vivre justement ce débat-là sur Twitch. Loïc, je te redonne la parole. Je te refais une passe décisive. Moi, j'ai tout dit et Nina a parfaitement. Sur la vision de la Macronie que Nina a apportée, toi, comment tu le... Alors moi, c'est vrai qu'au niveau de la politique, je suis moins engagé et impliqué. Moi, je me considère comme apolitique. Mais effectivement, je pense qu'on va plus en parler pendant la joute parce que moi, je me suis plus, du coup, aujourd'hui, je vais plus traiter le sujet des questions et des droits LGBTQ+. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'il n'a pas fait, qu'il était censé faire, et ça c'est un fait parce qu'aujourd'hui on est dans les droits LGBT en France, on a chuté dans le classement, donc il n'y a pas plus factuel que ça. Alors même s'il est là, il dit moi je suis inclusif, si on chute dans les classements c'est qu'il y a un véritable problème quelque part, donc voilà. On sent que ça te cheville au corps, hein. Ça t'a réveillé d'un coup. Arrête. J'ai une pensée pour notre ingénieur du son. Troisième actualité, et comme chaque semaine on la devine, c'est un Qu'est-ce Cookie. Quelques indices, voilà, que je parsème, et puis vous allez peut-être deviner cette semaine l'actualité. Premier indice, musique. Musique. L'Eurovision ? Oui. Oh. Bravo. Et donc, alors voilà. Écoute, faut le faire quand même, hein, parce que depuis plusieurs semaines en tout cas, les premiers indices permettent de. On a eu quelques émissions comme ça où c'était un petit peu plus brouillon, et là, musique Eurovision. Bravo Nina, tu gagnes toute notre estime, et Flavien le rappellera à juste titre tout à l'heure. L'Eurovision, exactement. Et je vais te donner la parole en premier dans quelques instants. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes les polémiques qui ont un petit peu gâché la fête, on peut le dire, et les magnifiques prestations qu'on a pu voir, notamment celle de Slimane qui a représenté la France. C'était magnifique, et même dans le public que nous avons ce soir, ils ont été transportés par notre chanson. On en a beaucoup, enfin la chanson de Slimane, pas notre chanson, on en a beaucoup parlé. Votre regard, vous, sur cette actualité, et puis sur tout ce qui s'est passé notamment avec Israël. Il y a eu aussi l'exclusion d'un candidat néerlandais où il y a eu un problème avec une caméra woman. Bon, c'était un petit peu compliqué cette année. Mais votre regard, Nina, toi, par rapport à tout ce qui s'est passé à l'Eurovision cette année? Alors moi, en toute sincérité, j'avoue que ne pas regarder l'Eurovision par manque de temps et parce que je trouve ça extrêmement long. C'est très long. Moi, je regarde juste pour les votes à la fin, j'adore. Voilà, mais après, bien évidemment, j'ai suivi tous les débats qu'il y a autour. Je pense que si on doit retenir une chose à propos de l'Eurovision, c'est encore une fois le deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'en fait on interdit la participation russe, on interdit la participation néerlandaise pour quelconque raison que ce soit, et aujourd'hui se pose légitimement la participation d'Israël. Voilà, c'est toujours la question, est-ce qu'on distingue l'artiste de sa nationalité, est-ce qu'on distingue l'artiste de ce qu'il a pu faire avant, etc.
Aujourd'hui, moi, je suis personne pour trancher ce débat. Après, moi, ce que je regrette, c'est l'exploitation politique de ce type d'événement. Quand on voit de nombreuses personnalités de droite et d'extrême droite reprendre sur leur fil d'actualité X en disant qu'ils ont voté, qu'ils envoient des votes pour Israël, etc. En fait, je pense que fondamentalement, personne n'en a rien à faire qu'ils fassent ça. S'ils ont envie de faire ça dans leur intimité, grand bien leur face. Mais en fait, d'être toujours dans cette provocation et en fait de toujours venir gâcher la fête par une récupération politique, moi je trouve que c'est très dommageable. Alors que ça peut être un événement qui est super. On voit des prestations musicales qui sont top, qui sont des moments de communion à l'échelle européenne. Et je trouve ça dommage qu'à chaque fois on doive ramener le grain de sel politique par-dessus ça. Loïc, ton regard par rapport à l'Eurovision? Alors moi aussi, l'Eurovision, j'ai juste un petit peu regardé, mais plus de loin que de près, et je suis d'accord que c'est une compétition qui est vraiment magnifique parce que ça met en perspective plein d'artistes de plein de nationalités différentes et nous fait quelque part découvrir ces gens qui sont super famous là-bas, mais que nous, on n'a pas forcément connaissance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce côté politique qui vient se greffer à ça, un peu comme les Jeux Olympiques, et c'est dramatique parce que ce sont des choses qui ont été mises en place pour unifier les gens, pour les rassembler, et aujourd'hui, c'est utilisé pour diviser les gens. Et je trouve que justement, que ça soit récupéré politiquement, ça n'a aucun sens, puisque justement la politique, c'est censé construire et fonder quelque chose, alors que là, certains l'utilisent pour diviser et pour dire ah ben non, moi je soutiens telle personne, ou non, moi pour prendre des positions, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est avant tout une compétition artistique avec des artistes qui ont choisi cette voie, et ça n'a rien à voir avec la politique. Et moi je pense qu'il faut séparer les choses et faire la part des choses. Et sur l'Eurovision en tant que telle, quelle chanson particulièrement touchée là cette année par exemple? Slimane, c'était magnifique. Oui, c'est vrai. La capella là, franchement, c'est Slimane. C'est Slimane, forcément. Merci à vous pour cette revue d'actu. Merci, chère Nina. Depuis là où tu es, en distanciel, je voulais me lancer dans une série verbale. Tu es d'où? Je vis à Rennes, en Bretagne. Ah, Rennes, Bretagne. J'y étais il y a quelques années en voyage scolaire, donc je connais un petit peu, modestement. Nous allons passer à la première chronique de ce soir. C'est mon cher D'Artagnan. Un petit générique au pif. Un petit générique au pif. Allez, à la. Bon, allez. La météo de Débo. Grande première. Bonsoir, Déborah. La météo de Débo, c'est tout simplement pour rendre compte du climat politique actuel en France. Donc, on commence avec l'heure, donc un climat de deuil. Malheureusement, un climat de deuil pour toute la France, donc l'heure c'est là, au cas où. En effet, hier, un convoi pénitentiaire a été attaqué. 2 agents sont morts et 3 autres sont blessés, dont un grièvement. Le pronostic vital est toujours engagé. Le détenu transporté ainsi que ses complices se sont bien évidemment échappés et ils sont toujours activement recherchés, notamment par Interpol. C'est vous dire la gravité de l'acte. Qui plus est, aujourd'hui à 11h, s'est effectué une minute de silence dans toutes les administrations pénitentiaires et plusieurs syndicats appellent au blocage. Passons maintenant à la Nouvelle-Calédonie. On en a déjà parlé notamment avec les invités de ce soir. Donc la Nouvelle-Calédonie, donc voilà un climat d'extrême violence. En effet, des émeutes sont en cours depuis le lundi 13 mai. Il y a actuellement 4 morts, un gendarme vient d'être tué et plus d'une centaine de blessés. Cela fait suite à une révision constitutionnelle adoptée maintenant par l'Assemblée nationale sur un élargissement du corps électoral. Pour le scrutin provincial de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, on passe à Paris, la capitale. Donc voilà, on ne vous la présente plus. Donc que s'y passe-t-il depuis le 9 mai
plus précisément une manifestation d'extrême droite, je préfère employer ce terme plutôt que ultra-droite, d'extrême droite s'y est déroulée, plus d'une centaine de manifestants, l'indignation est totale. En effet, le préfet avait d'abord interdit cette manifestation, puis le tribunal administratif a fini par l'autoriser finalement. Ensuite, toujours les manifestations pro-Palestine, comme en a parlé Loïc avec les invités. J'aimerais préciser toutefois que Valérie Pécresse a suspendu les subventions pour Sciences Po Paris. Enfin, toujours dans Paris, un message test du ministère de l'Intérieur pour les JO 2024 a semé la frayeur. En effet, il y avait écrit en gros « alerte extrêmement grave », mais c'était juste un test sans évidemment le préciser dans les premières lignes du message. Ensuite, sur des nouvelles plus légères, à Marseille, dans le sud, Jul, le célèbre rappeur, a porté la flamme des JO 2024. Oui, j'ai montré Marseille. Donc c'est une grande fierté, évidemment. Voilà, Jul. Quel homme, quel homme. Ensuite, en Corse, on y arrive. La Corse, juste ici, vous voyez, c'est chouette. Vous connaissez bien la carte de France. En Corse, qu'est-ce qui est-il passé? Zemmour, un incident. En effet, il a été accueilli par des opposants. Et je vous dirais de faire attention à la météo très capricieuse en Corse. En effet, il pleut des œufs. Voilà, merci pour votre écoute et bonne émission à tous. Merci Déborah, qu'on applaudit évidemment. Et du coup, bon courage pour vous. Complémentarité, efficacité, puisque effectivement on a évoqué certains sujets, mais elle a pu apporter des précisions et des détails importants. Et donc on remercie Déborah pour cette première météo que vous retrouverez toutes les semaines maintenant, on l'espère. Voilà, merci encore Déborah. Sans transition, ou presque, on passe à notre ami Flavien, que vous connaissez bien pour sa chronique, j'espère. Flavien, je te laisse les clés du camion, c'est à toi. Attends, je me cadre. Cadre-toi. Voilà. Ça. Avec un décor, pas piqué des hannetons. Machallah. Ah, comme on dit. Bien oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Loïc, bienvenue à distance du coup pour Lina, excuse-moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour En Bref, ça faisait très longtemps, tu l'avais dit dans l'intro, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on est... Ouais. Donc je vais quand même rappeler un peu comment ça se passe, parce qu'il y a encore du nouveau, comme la dernière fois. En bref, c'est une série de questions que je vais poser donc à nos invités. Chacun, donc Loïc, chacun votre tour, et Nina, vous allez répondre à mes questions. On fait un petit compte à la fin des résultats des points. Et le vainqueur gagnera toute l'estime de l'équipe de Tribun. Voilà. Mais évidemment, vous n'êtes pas les seuls à participer parce que les téléspectateurs aussi peuvent jouer. C'est Théo, enfin D'Artagnan, qui s'occupera de regarder qui ont les bonnes réponses en premier. Pareil, là, le téléspectateur ou la téléspectatrice pourra obtenir le titre du tribun d'or, enfin du spectateur d'or même, comme chaque semaine. Un titre qui ne sert à rien, mais vraiment à rien. Nouveauté aujourd'hui, plutôt ce soir, j'ai essayé de reprendre le concept un peu du crayon, je sais pas si certains voient, en tout cas j'espère que vous voyez Loïc et Nina, c'est je vais vous poser des questions, on va dire que Loïc tu réponds d'abord, et Nina ensuite par vrai ou faux. C'est des questions qui, voilà, c'est la sensation, votre sentiment par rapport, enfin vous verrez, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Et justement, on commence avec ça. Donc Loïc, Nina, c'est compris pour vous Oui. Nickel. Oui. Aujourd'hui, les droits des LGBTQ+, sont menacés. Vrai. Nina. Nina. J'ai dit vrai, je sais pas si vous avez entendu. Ah ouais, on n'avait pas entendu. Un petit bug. Aujourd'hui, les personnes LGBTQ+, sont en sécurité autant que les autres dans la rue. C'est faux. C'est un grand faux. Le gouvernement actuel est homophobe. C'est faux. C'est vrai. Les élections européennes ont un lien avec les intérêts des LGBTQ+. Ah, pas mal. Nina a répondu. Je peux pas te souffler, je suis désolée. Alors c'est pas une question vrai ou faux, c'est dans le sens est-ce que toi tu as la sensation que les... Ah ok. Oh oui. waouh. Oui, c'est pas factuel, c'est ton sentiment plutôt. Je dirais que c'est faux. Et Nina? Je dirais que c'est vrai. Eh, petite dissension quand même. Hein. Dire d'une personne qu'elle est gay est péjoratif. C'est de la triche, c'est que moi qui commence à répondre aux questions.
Mais du coup, on n'a pas la réponse. Ah oui, bah oui. Il a essayé de se faufiler comme ça. On a toujours pas la réponse. Ah waouh, mais là, réponds juste par vrai ou pas. On autorise un joker, sachant que il y a 2 questions encore comme ça. Je me laisse un joker sur celle-là. Pour ma part, je dirais que ça dépend si on plaisante avec nos amis dont on est proche, mais si c'est utilisé comme une insulte, en effet, c'est Ouais, je considère ça grandement comme un joker. péjoratif. C'est un joker, ça, Ah, c'est c'est un un joker, gros alors. joker. C'est un joker explicité. Les personnes d'extrême droite ont le droit de dire qu'il faut limiter partiellement ou totalement les droits des LGBTQ+. Parce qu'ils ont le droit de le dire, de l'exprimer. Faux. Faux, parce que c'est un délit. Il faut une loi européenne sur le mariage gay qui passe au-dessus des lois nationales dans toute l'Europe. Vrai. Vrai. Bon voilà, c'était le petit truc nouveau dans ma chronique. Donc maintenant on va passer aux questions. Pareil, bah si vous voulez, c'est Nina qui répondra d'abord et ensuite Loïc. Et on fera le compte à la fin. En quelle année? Est-ce que vous êtes prêts, hein? Parce que c'est de l'actualité avec des chiffres, de la connaissance. On va voir si Oula. vous connaissez. Ah oui, oui. Hein. Là, ça Je vais perdre la Nina, t'as gagné. En quelle année le mariage pour les personnes homosexuelles a-t-il été légalisé? Quelle année? En France. 2013. Quelle année pour toi Ah bah, je suis censé... Ah oui, oui. C'est Ok. pas le plus rapide qui donne. C'est on fait chacun donne une réponse. 2013. 2013. Bon, si vous avez donné tous les deux 2013, je veux le mois. Ah oui, et on fait participer les Oui, oui, mais viewers ça c'est aussi, Théo qui évidemment. s'occupera. Parce que moi je peux pas trop voir les petits commentaires. Si à vous. Voilà. On voit 2013. Je vois 2013 aussi dans le. On va vous dans le départager, on va live. Ah, demander le 2012 mois. aussi, 2012. Parce que c'est 2013 effectivement. Ah, Mais C'est pour toi, Nina. il faut que je donne un point. C'est en mai 2013. Mais 2013 pour Nina. Ah bah moi je dis mais aussi hein. Enfin, moi j'avoue que... Quel jour en mai? Oh, Va waouh. falloir faire le plus proche. C'est le 17. C'est le 16. Non, parce qu'il faut bien qu'à un moment... Alors des informations que j'ai. C'est en avril. C'est le 23 avril. Et Nina. par conséquent. Ah mais non mais est-ce que c'est l'applicabilité de la loi ou c'est, Légalisé. Ah bah oui, parce que ça change Légalisé. tout. Non mais parce que s'il faut l'appliquer, il y a aussi les décrets, tout ça qu'il faut prendre en compte et ça c'est beaucoup plus tard. Hein. Mais moi je parlais de légaliser. L'adoption de la Bah loi. oui mais c'est la loi du 17 mai. Allez, Voilà, tu voilà, sors. voilà. Bon bah, Laisse, première question. Bon bah c'est moi qui va sortir en fait de ces quiz. Ok. Je sais pas comment Je suis mauvaise réagir. perdante, hein, je te le Bon, on va dis. donner le point à Nina parce que comme ça dans le doute. De toute façon, voilà. Bravo. Deuxième question, comment s'appelait cette loi? À qui c'est attribué? C'est comme la loi Veil, c'est parce que... Ah c'est Taubira. La loi Taubira, bon, je pense que... Oui. Je donne le point à Nina. 2-0 pour Nina. Combien de pays dans l'UE dans l'Union Européenne, pardon, excusez-moi, ne reconnaissent pas le mariage gay, qui comprend aussi les Pacs? C'est-à-dire qu'ils interdisent. Que ce soit civil, pas civil, tout ce qui est possible. Hein. Interdiction. Je dirais 8. 8 pour Loïc. Allez je dis 9. 9. La réponse était 6. Oh. 6. Est-ce que là, comme ça, vous avez des inspirations mais ça fait pas gagner de points. Des pays, là, comme ça, tu dirais quoi? Malte je crois. Non. J'ai pas mal dans ma liste. Hongrie. Hongrie. Pologne peut-être qu'ils l'ont. Non ils l'ont. Non, mais on va revenir sur la Hongrie. T'as peut-être pas tout perdu. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de points à gagner, donc je passer tout de suite. Il y avait la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que quand j'ai fait ce quiz, je me disais la même chose. Où est l'Hongrie en fait? Et en fait, la question, ça comprend à la fois donc les unions civiles et les mariages. Et l'Hongrie reconnaît les unions civiles de mariage gay. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Tandis que la liste des pays que je viens de citer refuse à la fois le civil et le mariage. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc tu gagnes un point Loïc parce que tu avais dit 8 il me semble, Nina 9, donc ça fait 2-1, c'est bien, ça se resserre, ça fait du jeu. Combien comptons-nous en pourcentage de personnes de personnes hétérosexuelles en France? Environ, parce que c'est un sondage. 70. 70, un bon 70%, je pense. Je pense. Hein.
70%. Il a été fait quand ton sondage? C'est des 2023. chiffres de quand? Statista. 2023. Statista. Comment? Je dirais 58. 58 hétérosexuels. Ouais. 70% pour Loïc. Oui. C'était 89%. Oh mon... 89%. 80%. Je suis pas fier d'avoir eu le point pour le coup. Ah bah dis donc. Ouais. 89. Et alors du coup les 11% graphiques à l'appui, parce qu'évidemment il y a un graphique. Ah carrément. Oh waouh. Oh waouh. Ah oui. Il y en a qui ont voté plusieurs fois, c'est à ce niveau-là. C'est... Donc pareil, même moi quand j'ai fait mes recherches, j'étais assez étonné de quand même qu'il y ait que 4% de personnes homosexuelles. Va falloir me passer les sources. Bah je transmettrai le lien dans la description. C'est si vous CNews voulez. qui a fait le sondage. Imagine. Oh là là. Bah je suis pas allé vérifier non plus les investisseurs de la source où je suis les prix, mais ça peut. Je ne suis pas sûr, mais ça peut effectivement. On invite les viewers à aller voir, du coup, si l'info est véridique. 5e question. Donc Loïc, tu as encore gagné un point. Ça fait 2-2. Waouh. Quel pays a la plus grande part de personnes ayant une orientation sexuelle autre que hétérosexuelle en 2023? Ça, on comprend tous les LGBT Dans le monde. dans le monde. Dans le monde? Alors dans le monde, quel est le pays qui contient pas le plus d'homosexuels, mais aussi les transgenres et toutes tous les possibles amours qu'on puisse avoir? Le Brésil? Le Brésil pour Nina. Sachant que c'est la même source, donc peut-être que si la source est désuète, Moi je dirais le Canada. Canada, c'était le Brésil, bien joué Nina. 15%. Et en Europe, 6e question pour gagner un 6e point. L'Espagne. L'Espagne pour Loïc. En Europe? Ouais. Oh, c'est difficile. Bah, Théo, tu suis dans les codes je sais pas. Non, est-ce qu'on considère... Non, l'Angleterre est plus dans... Enfin, le Royaume-Uni est plus dans l'Europe. Alors, je parlais du continent. Hein. Pas de... Ah, du continent? Oui. Bon, bah, je dirais le Royaume-Uni, alors. C'était l'Espagne. 14% qui est en fait 2e au classement mondial derrière le Brésil. Donc je crois que ça nous fait 3-3 vu que ça fait Brésil pour Nina et donc Espagne pour Loïc. 3-3. Ça va se départager sur un exercice mythique de cette chronique. Les voix. Il va y avoir 3 voix. Chacune va passer au bout de l'autre. Et vous allez devoir reconnaître ces voix. Alors c'est des personnalités politiques. Nina, t'as gagné. Plus ou moins connues. Il y en a 2 plutôt faciles et une très difficile. Est-ce que vous êtes prêts? Ça fait 3 points, c'est impair, c'est sûr, il y aura un gagnant à l'issue de cette bah oui, chronique. c'est sûr, évidemment. Quelqu'un aura toute l'estime de l'équipe de Tribun, c'est incroyable. Notre cher D'Artagnan, la première fois, s'il te plaît. Il arrive. 20 ans avant tout le monde, qui a célébré à Bègle le premier mariage gay de l'histoire de Mathilde France? Panot. C'est Noël, ma mère. Mathilde Panot pour Nina. Oui, je sais pas si vous avez entendu. Oh wow. Ouais, mais moi je suis d'accord. Enfin. Bah, du Moi, coup, je veux pas de problème, je suis d'accord. Pas de soucis. Ce n'est pas Mathilde Panot. Oh. Sérieux? Ce n'est pas Mathilde Panot. Relançons la voix. C'est la voix difficile. J'ai commencé par le plus difficile. Ah. 20 ans avant que tout le monde, qui a célébré à Bègle le premier mariage gay de l'histoire de France? C'est Noël, ma mère. Pourquoi il y a un changement de nom à chaque fois à la fin? Qui a fait inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française? C'est la présidente du Parti vert européen, c'est Mélanie Vogel. Non, il n'y a pas un changement de nom, c'est Nina qui avait proposé Mathilde Panot. Ah, Oui, moi aussi, j'ai cru. ok. J'ai cru aussi. Oh, d'accord. Et Mathilde Panot, C'était bien est fait, pas hein. bon, c'est pas Mathilde Panot. Mais c'est pas Mathilde Panot. Ok. Bah, moi, Bah j'ai alors un- là, Tu l'as ou pas notre voix là, aujourd'hui, ce peut-être soir, Marie Toussaint. Marie Toussaint. Ah ouais, bah je l'écoute pas trop Bravo. parler. donc. C'est toi en fait, tu devrais venir en tant qu'invité Loïc, parce que c'était, On fera ça pour la dernière de la saison, je bien évidemment, c'était effectivement Ouais. Madame Toussaint, J'aimerais bien, moi. tête de liste des européennes chez les écologies, les Verts. Voilà, bah ça fait 1 point pour Loïc qui rentre dans cette partie. Ça fait 3-3-1, c'est formidable. Moi, je suis la Suisse, hein, je veux pas du tout de. Ah bah je t'ai engagé là. Hein bah du coup il y aura peut-être une égalité à la fin. Mais deuxième voix s'il te plaît, oui D'Artagnan. Pardon aux personnes homosexuelles de France Mélenchon qui ont subi Non, 40 années durant cette répression totalement inique. Heureusement, Mitterrand. la justice d'aujourd'hui non,
ne condamne plus une personne en raison de Ouais, leur tu sais pas. orientation Oh, je sais. sexuelle. Bien Moi, au je l'ai un contraire, petit peu, mais... La justice condamne Attends. sévèrement. Est-ce que vous voulez qu'on remette l'audio? Est-ce que dans le chat ils l'ont déjà? Parce que C'est sûr. il faut que personne l'a dans Ils le l'ont chat. pas dans le chat. Oh, C'est honteux. c'est honteux. On le remet. On le remet. Aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années Sarko de cette Sarko, ça pouvait, mais c'est pas Sarko. totalement Hollande. inique. C'est pas Hollande. Je vais revenir Salut à la Hollande, fin. c'est ça. Ne condamne plus les Ils ont tous la personnes même voix. en raison de leur orientation sexuelle. Bien au contraire, Il est actuellement au Sévèrement. gouvernement. tous ceux qui osent s'en prendre à nos compatriotes 5, 4, 3, Ça peut pas être Darmanin, c'est pas 2, possible. c'est pas Darmanin. Je peux le dire. Loïc, vas-y, dis-le. Eric Dupond-Moretti. 2 points pour notre présentateur, c'est Ouais, formidable. Alors peut-être qu'il y aura une égalité parfaite. Ouais, à la Alors fin, ça, ce imagine. serait Alors ça serait magnifique. Alors, Et celle-là, alors je précise que je regarde pas les réponses au début. Hein. Pas de C'est vrai, pas de copinage. excusez-moi, hein. C'est truqué, Nina, c'est truqué. Mais comment oses-tu? je crois qu'il y a une bonne réponse. Bien joué Louloute, non? C'est qui? C'est Cochon gâteux. ah, je te reconnais bien là, cochon. Gâteux. Troisième et dernière voix pour clôturer cette Pour chronique. C'est parti. Fière d'être d'eux quelque part. Mon engagement, c'est celui d'une femme qui a mûri son envie d'Europe aux côtés de l'un de ses plus grands défenseurs, Jean Arthuis. Cher Jean, merci de m'avoir mis le pied à l'étrier. Madame, monsieur. Bonsoir. C'est un calvaire cet exercice. Ah ouais, je repasse mon bac. Là. Alors peut-être que J'ai l'impression d'être Mbappé, tu sais, en finale France-Argentine. On est né 2-0 et je reviens. Nina, pas d'inspiration, pas d'idée. C'est Valérie Hayet? Valérie Hayet. Bravo. Bien joué. Nina qui gagne cette chronique. Bravo, tu as toute l'estime de l'équipe de Tribun, c'est formidable. Et je m'en vais. Non, je m'en vais pas, du coup, moi je reste ici, c'est ça, j'ai bien compris. Bah, du coup, je vous dis au revoir de loin. Bah oui, alors Viewer d'or, c'est qui? C'est cochon gâteux. Bien joué, cochon gâteux. Bravo, Tu cochon. remportes le Bravo. titre de Viewer d'or. Félicitations. Voilà, bravo, ça va servir à rien, mais bravo. Un jour, peut-être qu'on remettra un trophée à distance. On ou espère. Des récompenses quelconques, mais pour l'instant, bah voilà. Merci à Le toi, titre de Viewer Flavien. d'or. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tiens, juste, Et bonne mon chance. cher D'Artagnan, peux-tu garder ce plan-là? Ça me permet de faire un petit point sur le visuel qui a juste derrière Flavien. Vous avez reconnu en message subliminal l'affiche. Là, voilà. L'Euro débat de la jeunesse avec un petit nouveau point. Oui, c'est exact. Ah oui, il est flou maintenant. On avait dit ce soir, c'est une phase test. Hein. L'Euro débat de la jeunesse avec la campagne de dons, puisque nous avons besoin de vous toutes et de vous tous pour permettre d'organiser cet événement et puis pour la pérennité aussi du média. Donc n'hésitez pas. Pareil sur le Linktree disponible en bio sur Instagram. Tout don est accepté, évidemment, mais voilà, on espère que vous pourrez nous aider. On en a vraiment besoin, vraiment, 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 pour faire vivre la démocratie étudiante. On ne doit pas perdre cela de vue, jamais. Voilà, merci à toutes et à tous. Mon cher Flavien, tu peux Bonne rester joute. là. On a le jingle, la joute. Et pour commencer, notre minute du sage ce soir, bien c'est toi Loïc qui va nous la faire avec le teaser de l'événement que tu organises début juin ici à Gustave Eiffel. Je t'en prie. Alors, oui. Quelle émotion. Alors, je suis heureux d'annoncer que le 6 juin à l'université Gustave Eiffel, nous allons organiser une Pride locale qui aura pour but pas seulement de visibiliser toutes les sexualités, mais tout ce qui fait la beauté de notre société, que ça soit autant dans le genre que dans les différences, parce que cette année, on veut vraiment ouvrir cet événement sur l'inclusivité, c'est notre mot d'ordre, puisque je peux annoncer le film qui est passé, c'est Au premier regard, qui est l'histoire d'un jeune aveugle qui va découvrir en plus son homosexualité, et je trouve que c'est un très beau film, et je ne vais pas continuer parce que sinon je vais spoiler, mais tout ça pour dire que c'est un film qui est en lien avec nos actions au sein de l'université, parce qu'on est engagé sur
la question du handicap et aussi sur l'inclusivité et la diversité. Et cette Pride, c'est l'occasion de rassembler tout ça. Nous aurons un drag show, il y aura cette soirée film avec buffet, il y aura également un discours, il y aura les assos, il y aura vous, je l'espère aussi. Donc voilà, le 6 juin, venez nombreux et nombreuses à cette Pride et relayez autour de vous. Voilà. Et quand on entend la manière dont tu en parles avec force et vigueur, on ne peut que venir, tout simplement. Donc si vous êtes dispo, rappelle-nous la date. Le 6 juin. 6 juin de quelle heure à quelle heure? Ça commence à partir de 14h30. Et après toute la journée, folie sur folie. Et la soirée, évidemment, aussi. C'est ça. Évidemment. Donc voilà, Gustave Eiffel. De toute façon, on aura l'occasion de relayer, évidemment, l'information en story et de teaser cela jusqu'au 6 juin. Merci Loïc de cette belle présentation. Bravo à toi. On va donc passer à la joute maintenant avec Nina, à qui je vais poser une première question un petit peu générale. Finalement, pour faire le bilan d'Emmanuel Macron, puisque on célèbre ses 7 ans de mandat là, d'ici quelques jours, si ce n'est déjà le cas, finalement, en 7 ans sous le mandat d'Emmanuel Macron, pensez-vous que, tous les deux, et d'abord Nina, que sur le plan des droits des LGBTQIA+, il y a eu une évolution, Nina? Alors, à titre personnel, je trouve que ces dernières années ont été les 7 années les plus longues de notre vie à vivre sous la Macronie. Ça commence bien. Chaque jour est une souffrance. Voilà, on pense que ça va s'arrêter, mais chaque jour, il trouve une nouvelle dinguerie à faire. Je trouve sincèrement, en essayant d'être le plus objectif possible, que ce que fait Macron et ses gouvernements successifs, c'est à chaque fois des effets d'annonce. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple de se proclamer en disant je suis contre les discours LGBT-phobes, etc., etc. Alors certes, ils ont fait passer une loi qui interdit les thérapies de conversion, mais est-ce qu'il y a vraiment une garantie du contrôle derrière? Ils nous ont pondu un nouveau plan national qui vise à combattre les inégalités et à reconnaître les droits des personnes LGBTQIA+. Mais moi, étant fonctionnaire, je peux vous dire qu'il n'y a absolument personne pour suivre ces données. C'est encore de la poudre aux yeux. Et on voit bien les sorties de route des personnes qui ont pu composer les différents gouvernements Macron, que clairement c'est inopérant ce qu'ils proposent et on voit bien que les discriminations envers les personnes LGBTQIA+ ont fait qu'augmenter ces dernières années, que aucune de ces personnes, sans parler en leur nom, ne se sent en sécurité, etc. Donc la Macronie n'est absolument pas une solution et n'a rien proposé de concret pour lutter face à tous ces dangers. Loïc. Alors moi, ce long mandat, je dirais que de mon regard extérieur, il y a eu des espoirs par certaines lois, par un gouvernement qui était plus coloré, mais effectivement, je rejoins Nina, sur le concret, c'est effectivement encore pas assez tangible. Les violences LGBT-phobes sont en augmentation, c'est de pire en pire. Les centres, il y a pas mal de centres LGBT qui sont attaqués, donc je pense que la situation est vraiment alarmante et grave. Et il n'y a pas assez d'action de la part du gouvernement. Clairement, c'est pas dans leur cahier des charges de faire évoluer tout ça, et c'est malheureux parce que si on veut s'engager pour vraiment faire changer la société, il faut s'attaquer à tous les sujets et faire évoluer les mentalités. Donc voilà, pour moi. Emmanuel Macron, dans un discours qui date de décembre 2023, a insisté dans ce discours-là sur le combat pour les droits des personnes LGBT. Je le cite: « Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui encore que quiconque puisse être jugé en fonction de son orientation sexuelle. Ce combat est loin d'être gagné, a-t-il déclaré donc, déplorant la pénalisation de l'homosexualité portée, je le cite également, par des discours relativistes sur de nombreux continents ou portés par des discours religieux et traditionnalistes qui sont complètement falsifiés. » Nina, un regard sur ces propos qu'on peut mettre en rapport finalement avec son bilan. Est-ce que on va dire que je pense avoir ton avis, ce sont des paroles, mais derrière les actes ne se traduisent pas forcément. Oui, clairement, Macron est très très bon en communication, il sait faire des jolies phrases, etc. Mais ça fait quand même 7 ans qu'il offre un boulevard à l'extrême droite, qui a des idées plus que réactionnaires et qui, toute la journée, donne son avis sur le droit ou non des personnes LGBTQIA+, à simplement exister et à revendiquer les droits auxquels ils peuvent prétendre. Très clairement, je trouve ça d'un culot fou d'oser dire dans des discours
qui défend ces personnes-là, etc., quand on voit qu'ils baissent constamment les subventions des associations, quand on voit qu'il n'y a aucun projet concret qui permet la mise à l'abri de ces personnes-là, il n'y a aucune formation dans les commissariats pour accompagner la parole de ces victimes. Enfin voilà, encore une fois, mais en fait c'est le principe même de la Macronie. Il a été élu 2 fois sans aucun programme, sans rendre aucun compte. Donc il continue à faire ce qui fonctionne, puisque de toute façon les électeurs continuent à voter pour lui. Donc pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à faire des choses concrètes qui coûtent de l'argent et qui demandent de se creuser un petit peu les méninges, quoi. Loïc, sur ce discours qu'il a porté en décembre dernier, ton regard? Je dirais que pour moi, c'est pas un si beau discours sur toute sa longueur, parce que sur la fin notamment, je trouve que c'est un peu facile de reprocher aux autres pays d'être pire sur la vision qu'ils portent à tout ça, mais il faut rappeler que historiquement la colonisation a beaucoup ancré pas mal de ces religions et pas mal de ces idées préconçus qu'il dénonce quelque part dans ce discours. Donc moi je trouve que c'est un petit peu facile, et quand on voit justement que dans les actions ça se suit pas et qu'il n'y a pas des formations et des sensibilisations qui sont faites même pour des gens qui sont censés nous protéger, je parle notamment des policiers, il n'y a pas assez de formation. Aujourd'hui il y a encore trop de victimes qui n'osent même pas aller porter plainte, pas parce qu'ils ne sont pas légitimes à porter plainte, mais parce qu'ils vont pas être entendus ou ils vont être moqués, et ça c'est un problème, parce que ce sont eux le rempart qui devrait nous protéger. Et donc pour moi c'est juste encore une fois aussi des mots. Je pense qu'il faut que les actes suivent. Justement, pour étayer cette problématique et pour faire la passerelle avec la seconde question, quels sont les principaux obstacles finalement auxquels les personnes LGBTQIA+ sont confrontées dans notre société aujourd'hui, Loïc? Alors moi je dirais que c'est la fermeture d'esprit. Je pense que ça, c'est la principale cause de mortalité et de souffrance ici en France et peut-être même dans le monde. C'est que les gens sont fermés, et quand on voit la marche qu'il y a eu récemment sur Paris, je pense que c'est représentatif ça reste une minorité, mais quand même de personnes qui sont très fermées sur pas mal de sujets, et que nous, on regarde ça de façon passive, alors que quelque part, il y a ce besoin de sensibiliser les gens, de leur expliquer. Et moi, je suis personne pour leur jeter la pierre ou pour dire qui a raison, qui a tort, mais il y a ce besoin d'être ensemble, de vivre ensemble. On est une communauté, et aujourd'hui, je retrouve pas ça forcément dans la politique, cet état d'esprit de se rassembler, chacun défend sa paroisse, mais aujourd'hui, on a ce besoin, il y a cette peur, et cette peur tend à faire passer justement des gens qu'on aurait dit il y a 20 ans, oh là là, jamais cette personne-là va passer, mais aujourd'hui, les gens, ils ont tellement peur, et ils sont tellement face à leurs écrans qu'ils oublient d'exister et de cohabiter avec les autres. Ils restent dans leur monde, dans leurs croyances, dans leur parti politique, et ils s'ouvrent pas. Et aujourd'hui, on a besoin de débattre, on a besoin de comprendre, et je pense que la sensibilisation, c'est ce qui manque. Donc c'est cette ouverture quelque part qu'il faut. Nina? Oui, pour compléter ce que dit Loïc, pour pas qu'on se répète, encore une fois, moi je prétends pas parler au nom des personnes appartenant à cette communauté, mais je peux simplement partager mon ressenti et les retours que j'ai des personnes autour de moi. Honnêtement, aujourd'hui, ces personnes-là sont confrontées à des violences physiques, verbales, sexuelles, etc., du fait de la simple revendication de ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Je peux concevoir, vraiment avec des grands guillemets, que ce soit complexe pour quiconque de comprendre toutes les identités sous-jacentes qui peuvent être revendiquées à l'intérieur même de cette communauté. Mais en fait, on n'a pas besoin de comprendre l'entièreté de l'enjeu pour être des alliés. Et encore moins, on a encore moins besoin de comprendre les enjeux pour simplement, en fait, juste savoir se la fermer quand on ne comprend pas. En fait, on peut juste dire, en fait, moi je ne conçois pas qu'il y ait des personnes qui utilisent de leur temps pour aller pourrir la vie des autres. Enfin, qui ça empêche de dormir, de savoir qu'il y a des personnes qui se revendiquent d'un genre différent de leur sexe ou vice versa, etc. Enfin, moi je trouve ça, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Et pour moi, j'ai l'impression ce qui est difficile, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, à la fois pour la communauté LGBTQIA+, mais aussi pour diverses autres communautés, c'est de trouver en fait le juste équilibre entre la revendication de son identité et la volonté simplement en fait de passer inaperçu et de pas toute la journée devoir rendre des comptes sur qui on est. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui est difficile dans la société aujourd'hui, où on binarise tout, on doit tout est noir ou tout est blanc, il n'y a pas de place à la nuance.
et on doit tout le temps être dans la revendication de qui on est, de pourquoi on fait ci, de pourquoi on fait ça, alors que j'imagine que ces personnes-là souhaitent simplement vivre leur vie en étant heureux et en pouvant disposer de leur corps et de l'espace public comme ils le souhaitent. Loïc? Moi, je rejoins Nina. C'est vrai qu'il n'y a pas de place pour les nuances. Et j'irai même plus loin pour dire que quelque part, aujourd'hui, je pense que on a tous ça. Peut-être qu'il y en a, c'est pas le cas, mais on a tous cette envie de vivre heureux et d'être accepté pour ce qu'on est. Et aujourd'hui, en fait, le véritable problème, c'est que aujourd'hui, le bonheur, c'est un privilège de moyens, un privilège de genre, et c'est pas normal. On devrait tous avoir droit à ce bonheur qu'on veut tous quelque part. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut sensibiliser et avoir cette ouverture, parce qu'aujourd'hui ça devrait pas être un privilège de se marier, ça devrait pas être un privilège d'avoir des enfants, ça devrait pas être un privilège juste de vivre et d'être soi-même. Donc la nuance, c'est pas un autre monde, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, c'est le monde. C'est juste que pour certains c'est plus facile de voir que le noir et que le blanc, et donc il faut peut-être ouvrir les horizons. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toi. N'hésitez pas à réagir dans le live sur ce qui vient de se dire, de magnifiques propos philosophiques aussi, un véritable regard sur la société. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans le live, et d'ici quelques instants avec D'Artagnan, nous prendrons quelques réactions sur les défis justement, plus précisément sur les couples LGBTQIA+. On parlait de mariage il y a quelques instants. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les couples justement LGBTQIA+, en ce qui concerne l'adoption et la parentalité? C'est un sujet un petit peu tabou, et même tabou, on va pas édulcorer cela en France encore aujourd'hui. Nina, ton regard, toi, et les propositions de ton parti, le regard de ton parti par rapport à cette question-là précisément? Oui, bah déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Europe, il n'y a absolument pas une harmonisation des pratiques et des droits. Moi, j'ai par exemple un colocataire lituanien qui est marié avec son conjoint, et par exemple, ils ne peuvent pas adopter dans leur pays d'origine, donc ils sont contraints en fait de se lancer dans des démarches dans d'autres pays européens. Ce qui déjà est un premier frein. Je pense que le rôle de l'Union européenne, c'est de garantir une équité des droits entre les différents ressortissants et ressortissantes européens et européennes. Aujourd'hui, je pense que les difficultés sont déjà le fait qu'on soit toutes et tous enfermés dans un carcan hétéronormé. On passe notre temps à dire un papa, une maman. On voit encore Macron qui, cette semaine, nous a sorti une tribune ou je ne sais quoi sur le droit de visite des pères, alors qu'il y a des parents qui sont totalement incompétents, et il n'y a aucune étude qui prouve qu'un enfant est plus heureux avec un papa et une maman qu'avec des parents du même sexe. Je pense qu'il y a toutes ces attitudes hétéronormés au sein des organismes d'adoption. Il y a aussi des parents qui refusent de céder leur enfant à l'adoption à des couples gays. Il y a le grand débat autour de la PMA, autour de la GPA, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est qu'au sein de la communauté LGBTQIA+, c'est qu'en fait, il y a une telle diversité des situations qu'en fait, ça rend ultra complexe la création d'un cadre législatif qui permettrait en fait d'accompagner tous les cas de figure. Mais moi, je trouve que c'est essentiel d'y arriver parce qu'en fait, ces personnes-là ont le droit à la parentalité si elles le souhaitent, comme n'importe quelle autre personne dans notre société. Oui. Nina a déjà bien récapitulé le frein principal qui reste dans la plupart des pays de l'UE et peut-être du monde aussi, le cadre juridique. Ça, c'est un véritable problème, et Nina a tout décrit parfaitement bien, donc je vais pas revenir dessus. Et c'est vrai que la mesure principale qui pourrait vraiment faire évoluer les choses, c'est l'uniformisation, c'est permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances, une égalité des chances réelles sur l'accessibilité et ce besoin d'avoir un enfant, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune étude qui va dans le sens qu'il faut forcément avoir un papa et une maman, mais aujourd'hui, il y a des études qui sont faites dans le sens inverse pour justement montrer que deux parents du même sexe vont pas détraquer un enfant, et ça va tous dans le sens que ça change rien du tout. Des parents, c'est des parents, et tant qu'il y a de l'amour, c'est des parents. Et surtout que même parfois, on peut voir que c'est pas la sexualité qui définit un parent. C'est avant tout ce qui va apporter à l'enfant dans sa construction et les possibilités qu'il va lui donner pour son avenir. Voilà. Oui, notamment quand on a débattu du mariage pour tous, on a entendu cette logorée
contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire. Et donc, alors aujourd'hui, le mariage pour tous, c'est un petit peu délité, mais il reste encore un noyau dans la population de personnes qui pensent un petit peu le contraire. Donc, c'est une lutte de chaque instant pour toi. C'est une lutte qui doit perdurer. Est-ce qu'un jour, dans une utopie comme ça, tu penses qu'on va enfin pouvoir, que la situation va pouvoir s'apaiser, que la société va pouvoir s'apaiser sur ces questions-là? Alors moi, je suis un grand utopiste, alors je dirais que oui, j'ai envie d'y croire, mais je pense que c'est une volonté de tous. C'est pas une volonté qui doit venir que d'une personne qui porte une voix, et même si demain il y avait la personne la plus gentille, la plus simple, la plus parfaite du monde, il faudrait que tout le monde se rassemble et se tienne la main. Je dis pas qu'il faut chanter Kumbaya, mais il faut juste avoir cette ouverture d'esprit et cette envie de vivre ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'on a perdu cette envie de vivre avec les autres et de se construire ensemble, parce que si on n'est que dans son monde, on n'apprend pas. C'est justement en se connectant aux autres et en ayant cette diversité autour de soi qu'on arrive à grandir. Oui. Non, t'as fini? J'ai fini. Il a fini. Nina, toi, dans ton combat politique, j'imagine que, bon, il y a... j'allais dire, il y a de l'utopie, un petit peu, mais est-ce que cette utopie peut-elle être en égalité, en adéquation, en corrélation avec la réalité? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir enfin, sur ces questions-là ce soir, mais on en parle beaucoup sur d'autres thématiques tout au long de la saison, arriver à une société apaisée? Sincèrement, pour parler en mon jeu, si moi je n'y croyais pas, je serais pas là à dépenser de l'énergie pour en étant engagée en politique et en essayant de convaincre autour de moi. Moi, en fait, j'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui on est enfermé dans un discours politique et médiatique qui en fait fonctionne au buzz, qui fonctionne au clash, qui fonctionne à celui qui en rajoute toujours plus. Moi, je reste persuadée que la très grande majorité d'entre nous veut juste pouvoir vivre sereinement, s'assurer que la société ait une garantie protectrice de nos droits et de nos libertés. Et en fait, je pense que, et je le souhaite, qu'on est clairement du bon côté de l'histoire et qu'en fait, à un moment, on se rendra compte de ces inepties, de perdre du temps à aller manifester pour empêcher les femmes d'avorter, d'aller manifester pour empêcher les personnes trans de se faire opérer ou d'avoir accès à des hormones si elles le souhaitent. Enfin, en fait, à un moment, ce sont des choses qui sont tellement lunaires et sans vouloir faire d'agisme, mais je pense que ce sont, comme le dit Loïc depuis le début, un manque d'ouverture d'esprit. Et moi, je reste convaincue que nos générations, et je l'espère les générations futures, ont énormément évolué sur ça, sur l'acceptation de nos diversités, sur la richesse de nos profils et nos identités, qu'à un moment, ça sera, je pense que, et j'espère que dans 50 ans, on en rira de la stupidité du débat actuel sur des questions qui en fait préoccupent, mais vraiment, je pense, 2% de la population, quoi, sincèrement. Oui, voilà. On verra ce que le terrain donnera à l'avenir. Et terrain, justement, il en est question dans notre prochaine interrogation ce soir. On va parler des jeunes LGBTQIA+, sans abri. L'association Le Refuge aide beaucoup justement ces personnes-là qui sont dans la rue parce que des parents n'acceptent pas forcément l'identité sexuelle de leur fils ou fille. Ça existe encore, oui, en 2024. Comment accompagner justement ces jeunes au quotidien, sur le terrain, Nina? Moi, je pense qu'il y a une solution qui est vraiment toute simple. Nous, c'est vrai qu'on défend, du coup, dans notre programme pour les élections européennes, la mise en place d'une allocation d'autonomie qui soit ouverte pour les 18-25 ans. Cette allocation, elle existe déjà au Danemark. Elle est calculée en fait en fonction du seuil de pauvreté. Donc, bien évidemment, elle serait différente. Enfin, le montant serait différent entre les pays européens puisqu'on n'a pas les mêmes niveaux de coût de la vie. Mais en fait, nous, on propose de donner déjà aux 18-25 ans cette allocation d'autonomie pour leur permettre en fait d'être autonomes. Et ce serait la meilleure solution pour permettre de protéger les personnes qui ne seraient pas en sécurité chez elles, de pouvoir prendre leur indépendance. Et par contre, en effet, pour les personnes à qui ça arrive avant leurs 18 ans, c'est un peu arbitraire d'avoir choisi 18 ans, mais c'est parce que voilà, c'est pour beaucoup le début de la vie active où on quitte chez nos parents. Mais en effet, il y a des associations comme le Refuge. Il faut donner des moyens à ces associations. Et je pense sincèrement qu'il faut aussi condamner pénalement ces parents qui jettent leurs enfants à la rue pour ce motif-là. Enfin, on le rappelle, la transphobie, la LGBT-phobie, ce ne sont pas des opinions. Enfin, ce sont des délits qui sont condamnables et qui doivent être condamnés.
Et je pense qu'à un moment, évidemment, comme l'a dit Loïc, faire de la pédagogie et de la sensibilisation, c'est essentiel. Mais à un moment, en fait, quand on ne respecte pas le cadre légal, il faut rendre compte de ces actes. Et en fait, on ne peut pas jeter des enfants à la rue parce qu'ils se posent des questions sur leur identité. Enfin, c'est vraiment lunaire. Loïc? Moi, je rejoins encore une fois Nina. Je pense que oui, mais après, je pense aussi que c'est plus global parce que les parents, c'est aussi le cadre social autour d'eux qui les pousse à agir comme ça. Parfois, le cadre culturel. Et je pense qu'il faut aussi s'attaquer à ça si on veut vraiment faire évoluer les choses, parce que même si on arrivait à criminaliser certains parents, l'impact serait pas assez. J'ai pas les mots sur ça, mais il faut vraiment créer quelque chose. Moi, je suis pour cette criminalisation, mais une criminalisation qui est orientée sur vraiment cette perception négative, parce que c'est pas un choix de naître. Et aujourd'hui, ces enfants sont confrontés déjà à se reconnaître eux-mêmes dans la société, mais ils doivent aussi faire face à exister au sein de leur famille, alors que c'est eux qui ont fait le choix. Enfin, c'est vraiment lunaire pour le coup. Et je pense que si on s'attaque à ça, il faut prendre le problème de façon large et pas que de façon localisée. Voilà. Nina, alors je vais me faire l'avocat du diable, mais tu parlais tout à l'heure d'une allocation allouée aux 18-25 ans et certains partis politiques pourraient te dire comment finalement tu finances cette allocation. C'est une question de contradiction que l'on pourrait poser. Comment du coup, quelles seraient les sources de financement ? Bien évidemment. Alors, les sources. Alors, le plus gros mensonge qu'on nous dit actuellement dans les médias et dans la bouche des politiques, c'est de dire qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a pléthore. C'est juste qu'au niveau de l'État et de l'Union européenne, il est très très mal alloué. Donc déjà, ça c'est la première chose. Si on veut récupérer de l'argent, il y a plein de choses aussi que nous on propose dans notre programme. La taxation des super profits, la taxation des transactions financières qui aujourd'hui sont taxées absolument à 0%. Et on voit bien que le Danemark, qui est un pays avec un niveau, un PIB comparable au nôtre, avec un niveau de vie comparable au nôtre, arrive à fournir cette allocation à tous leurs jeunes, sans avoir créé cette société d'assistés qui est tout le temps dénoncée par la droite et l'extrême droite. Et donc, en fait, c'est la question, en fait, simplement de l'argent, il y en a. Et c'est simplement se poser la question en tant que citoyen et citoyenne, et surtout en tant que société, de comment on veut l'allouer et de quel avenir on veut donner à notre jeunesse. Comment on fait pour que cette jeunesse qu'on a vu souffrir d'une énorme précarité qui s'est accentuée avec la crise sanitaire, comment on fait pour que cette jeunesse puisse vivre dignement, puisse avoir le temps de vivre à côté de leur travail ou de leurs études. Voilà, pour moi, c'est simplement des questions sociales et c'est une question d'allocation des ressources, et des ressources, il en manque absolument pas. Et merci à toi justement de pouvoir apporter ces éléments de réponse avec pédagogie pour nos auditrices et auditeurs du soir. D'Artagnan, est-ce que nous avons des réactions dans le live ? Pas trop pour l'instant ? Non ? Non. Eh bien, nous allons passer à la prochaine question sur les médias, l'espace médiatique, la culture populaire, avec cette interrogation. Quelle est l'importance finalement de la représentation LGBTQIA+, dans les médias au quotidien et dans la culture populaire, et comment pouvons-nous l'améliorer selon votre vision, Loïc ? Alors moi je pense qu'il faut la démocratiser, parce qu'aujourd'hui les séries Netflix et les films ont contribué à visibiliser toutes ces communautés et toutes ces différences, sauf qu'elles l'ont fait de façon assez contrainte et maladroite, voire limite obligatoire dans certains, puisque on ressent ce côté quota, parce qu'on a toujours les fameuses personnes noires, les fameuses personnes blanches, la personne gay, la personne lesbienne, et moi je trouve que c'est trop facile d'aller sur ce genre d'axe, alors qu'il faut diversifier les choses, parce que c'est pas en montrant qu'une facette d'un monde qu'on va faire évoluer les mentalités. Il faut montrer toutes ces facettes dans leur globalité, et pour le coup c'est diversifier vraiment cette vision-là, parce qu'aujourd'hui dans les médias français mainstream, il n'y a aucune diversité à aucun niveau. C'est encore très difficile de voir des gens de couleur, c'est encore plus difficile de voir des gens issus des côtés LGBT et la suite. Donc moi je pense que c'est compliqué et qu'il faut vraiment montrer tout le monde, parce que si on montre qu'une catégorie de personnes, en l'occurrence que des hommes blancs âgés, on va pas faire évoluer les choses. Surtout que les débats sont pas nourris. Les débats en France aujourd'hui, je pense que Nina va me rejoindre dessus, sont vraiment morts, parce que justement sur ces débats-là, il n'y a pas de la diversité, il n'y a pas cette envie d'avancer sur des réflexions. C'est juste, on est là, on se dit « Oh, c'est moi le plus grand, non, c'est toi le plus grand ». Et je trouve que c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et aujourd'hui, dans les médias et dans les films et dans les séries, il faut qu'on ait cette diversité, mais pas de façon obligatoire, mais de façon naturelle. Et il faut avoir cette envie, parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas cette envie de diversifier
l'univers médiatique, cinématographique, en tout cas en France. Donc voilà. En tout cas, il y a un viewer qui t'a soutenu dans tes propos en disant qu'il était complètement d'accord avec toi. C'est Legabit qu'on salue s'il nous regarde. Voilà, merci Legabit. Nina. Oui, pour compléter ce que dit Loïc, je pense qu'en effet, il y a deux temps qui s'inscrivent dans une démarche complémentaire. Je pense que dans un premier temps, en effet, je ne sais pas si les quotas, entre guillemets, sont la bonne solution, mais je pense qu'il est nécessaire, en fait, d'embaucher des personnes venant de la communauté LGBTQIA+, dans les boîtes de production, dans l'espace médiatique en général, pour qu'en fait, elles apportent leur regard et la manière dont elles perçoivent la société et pour participer à cette acculturation et à cette pédagogie, etc. Mais je pense que la vraie victoire, comme l'a dit Loïc, ça sera le jour où, en fait, ces personnes-là n'auront plus besoin de revendiquer cette seule identité parce qu'on est autre chose que notre sexualité, on est autre chose que notre genre, on est autre chose que notre couleur de peau. Et la vraie victoire, ça sera le jour où, en fait, ces personnes-là seront dans les séries, dans les films, sur les plateaux télé, et qu'en fait, elles ne seront pas juste là parce qu'elles appartiennent à cette communauté, et que juste, en fait, on n'en aura rien à faire. Et je pense que la vraie victoire, elle sera à ce moment-là. Mais en effet, au vu d'où on en est aujourd'hui, il va falloir plusieurs steps avant d'en arriver là. Et justement, finalement, ton projet, le projet que tu portes, Loïc, participe à cette démocratisation. Est-ce que tu as contacté, d'ailleurs, question importante, est-ce que tu as contacté des journaux locaux, des radios locales pour sponsoriser ou diffuser ton événement Alors, j'aurais bien aimé, mais étant donné que c'est un événement institutionnel, c'est plus une volonté qui doit venir de l'université. Parce que comme c'est un événement qui n'est pas que porté par moi et que derrière, il y a d'autres personnes qui le portent avec moi, ça doit être une volonté globale. Je voulais juste revenir sur un des propos de Nina, je la rejoins sur toute cette soirée, je t'ai rejoint surtout, mais sur le côté où il faudrait inclure des personnes LGBTQ+, au sein des boîtes de production. Je suis pas forcément d'accord parce que je sais qu'au sein même de la communauté, il y a pas mal de dérives internes et que encore une fois, comme les partis politiques, il y a un peu ce côté où chacun veut défendre sa paroisse et juste mettre une personne parce qu'elle est gay ou juste mettre une personne parce qu'elle est lesbienne dans une entreprise, c'est quelque part indirectement montrer que cette personne est différente et qu'elle doit être là. Et j'ai l'impression que pour le côté handicap, c'est ce qui a beaucoup été c'est démocratisé aujourd'hui. On voit la fameuse petite annonce quand on cherche un emploi, ouvert aux handicaps. Enfin, je trouve que c'est une façon horrible d'inclure cette diversité-là. Il faut que ça soit fait de façon progressive et de façon vraiment naturelle. Et plutôt que de juste mettre cette personne-là parce qu'elle est différente et se dire, c'est bon, on a notre quota de diversité, vraiment sensibiliser au niveau de l'État qu'il y ait des actions concrètes, même au niveau de l'Europe, parce que tu te représentes pour l'Europe, donc vraiment au niveau de tout en haut, qu'il y ait des instances qui s'occupent de ce contrôle et de renforcer la diversification dans toutes les structures, surtout celle de la culture, parce que c'est là où on peut vraiment avoir un impact et faire évoluer les mentalités. Voilà. Nina, une réaction, là c'est vraiment l'appel de Loïc, hein. Vraiment il y a une sorte de... Oui, alors je m'excuse si je me suis mal exprimée parce que je ne maîtrise pas le langage de tout le monde médiatique. En effet, pour moi, il n'était pas du tout question d'embaucher quelqu'un parce qu'il est gay ou parce qu'il est trans. Enfin, de toute façon, c'est discriminatoire. On n'a absolument pas le droit de faire ça et c'est sanctionné pénalement. Mais ce que je voulais dire, alors c'est peut-être pas le mot boîte de production, mais ce que je voulais dire, c'est que en effet, il faut que les chaînes du service public et aussi celles du service privé, en fait, diffusent des documentaires, des films qui soient tournés avec un autre prisme que celui qu'on a l'habitude de voir, que ça a été tourné par des personnes appartenant à cette communauté ou juste des personnes lambda qui veulent mettre en lumière d'autres manières de voir le monde et de percevoir notre univers. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire, c'était de valoriser des contenus qui valorisent en fait cette diversité. Voilà, j'ai peut-être pas utilisé les bons termes, mais en effet, non, il n'est pas question de faire des quotas dans les entreprises et des choses comme ça, puisque c'est totalement illégal et bien heureusement. Satisfait par ce point de rectification ? Oui. Oui, oui. Dernière question, avant de passer à notre minute dans le vif, où Loïc et Nina devront vous convaincre. Quelle politique gouvernementale, c'est un petit peu une question qui résume notre débat, qui le clôture, quelle politique gouvernementale pourrait être mise en place pour lutter contre la discrimination envers les personnes LGBTQIA+, sur leur lieu de travail ? Justement, on en parlait à l'instant. Quelle politique pourrait être mise en place, Nina ? Oui, alors je pense que là, le plus gros point, c'est déjà d'avoir dans les entreprises des formations et des sensibilisations, entre guillemets, obligatoires et constantes et continues, que ce soit sur la communauté LGBTQIA+, mais entre guillemets tout ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités,
comme les femmes qu'on considère encore comme une minorité. Voilà, mais voilà, je pense que ça, c'est le plus gros point. Je pense qu'il y a nécessairement une formation spécifique qui doit être faite auprès du personnel de justice et des forces de l'ordre pour être capable d'accueillir la parole et de savoir comment on fait. Moi, je vois bien aussi, en travaillant dans le milieu de la santé, qu'il n'y a aucune formation qui est dispensée au personnel de santé sur l'accompagnement, sur comment on s'adresse, comment on ne mégenre pas quelqu'un, comment on fait avec le corps médical pour prendre soin de ces corps qui, en effet, sont différents de ce qu'on peut voir dans les manuels traditionnels. Et il y a des acteurs comme l'autre cercle qui s'occupent en fait d'accompagner et qui proposent au sein des entreprises des formations, etc. Et au sein des entreprises, il y a aussi la direction des ressources humaines qui doit être formée sur ces questions et qui doit être une safe place pour que si quelqu'un rencontre une difficulté liée à une discrimination LGBTophobe, puisse en fait en référer et n'ait pas peur que ça se répercute sur elle et que ça nuise à sa carrière professionnelle. Loïc ? Moi, je pense qu'il faut aller encore plus dans le fond, notamment au niveau des procédures juridiques, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'associations, il y a énormément de gens ressources, mais on est encore confronté à un gros manque de budget, un manque de personnes humaines formées qui forment sur ces questions-là. Et au niveau des procédures, aujourd'hui, concrètement, si aujourd'hui à l'université, il y a un étudiant qui est victime d'homophobie, c'est encore très compliqué de le faire reconnaître et de faire concrètement quelque chose. Donc moi, je pense que c'est vraiment sur ces procédures-là qu'il faut agir pour qu'il y ait plus cette impunité. Parce que comme l'a dit Nina dès le début, c'est un délit. Mais aujourd'hui, concrètement, comment on punit quelqu'un de termes qu'il a dit, en sachant que déjà même un viol, c'est super compliqué de le faire entendre et le faire revendiqué par les instances, par les écoutes, enfin c'est déjà énormément de pression. Alors juste quelqu'un qui va nous insulter et qui va nous dévaloriser ou même nous faire violence, c'est encore très difficile de le faire reconnaître. Il suffit de voir les chiffres des gens qui sont aujourd'hui condamnés, il y en a trop peu, même sur les viols. Donc il faut vraiment que sur les procédures, ça soit simplifié, qu'il y ait plus de gens et qu'il y ait plus de fonds sur les missions égalité et sur ces gens ressources qui peuvent vraiment agir parce qu'ils ont ce contact direct avec les victimes. Et ça, par ricochet, c'est une question globale sur la justice, c'est sur l'état de la justice en France aujourd'hui. Nina ? Oui, je pense de toute façon sur ces questions-là, de toute façon, il va falloir remuer tout notre système social, tout notre système judiciaire, toutes nos habitudes de travail, etc. Enfin, en fait, c'est un travail de fond qui est à mener. Mais je pense très clairement que c'est le cas pour tous les sujets sociaux aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de mettre des rustines, il faut qu'on arrête de faire des jolis discours et il faut qu'on agisse chacun dans notre quotidien. Et c'est surtout aussi le rôle qu'on a à jouer au travail parce qu'on peut être collègue de personnes qui font partie de cette communauté. Et c'est surtout aussi de ne rien laisser passer, en fait. C'est-à-dire que quand il y a la blague de trop, quand il y a la remarque de trop, on a aussi notre rôle à jouer, un devoir de vigilance en tant que citoyen et citoyenne et d'être des personnes ressources aussi au sein de nos entreprises et tout autre espace dans lequel on peut évoluer. Une dernière remarque, Loïc ? Ah non, je pense que Nina a tout dit. On a tout balayé dans tous les sujets qu'on a pu évoquer ce soir de manière très éclectique et donc je vous remercie d'ores et déjà tous les deux d'avoir pu participer, développer de manière pédagogique cette discussion qui n'est pas tout à fait terminée puisque nous allons passer à la dernière rubrique de notre émission et nous avons un jingle, c'est dans le vif. Dans le vif, vous connaissez le principe, 1 minute et pas une de plus pour vous convaincre, chers viewers, autour d'une question que je vais poser tout d'abord à Nina et à Loïc ensuite. Alors Loïc, tu devras regarder donc la caméra qui est en face de toi et Nina, regarder ton écran tout simplement pour le distanciel. Et après, nous allons donc faire un appel au vote et pendant cet appel au vote, je développerai quelques idées, notamment pour le redébat de la semaine prochaine. Voilà, un petit teaser. Première question, et seule question donc ce soir, à poser à Nina. Quelle vision de l'avenir as-tu concernant les droits des LGBTQIA+. 1 minute, top chrono.
Alors je pense que si on veut placer cette question dans une perspective européenne comme le veut l'actualité, je pense qu'aujourd'hui l'Europe elle doit être garante d'une protection inconditionnelle des personnes de cette communauté qui seraient en difficulté. Et on doit être en capacité de protéger ces personnes et de les accueillir si elles ne sont plus en sécurité dans un autre pays européen. Moi, j'appelle de mes voeux à ce que l'on cesse ces débats incessants sur le droit ou non des personnes à revendiquer une identité. Comme je l'ai déjà dit précédemment, on n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps de ces personnes pour être des alliés et pour devenir des safe places et des personnes ressources autour d'eux. On a tous un rôle à jouer, aussi minime qu'on puisse penser qu'il soit. Je souhaite qu'on arrive aujourd'hui à un apaisement de notre société et à valoriser la richesse de nos identités. Moi, je suis aussi pour le droit à l'indifférence et je souhaite qu'un jour on puisse arriver à se libérer de devoir toujours justifier de qui on est. On a le droit d'être qui on veut, quand on le souhaite, au moment où on le décide. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est qu'on est bloqué dans cette vision de la société ultra patriarcale qui vient nous imposer une binarité de genre. Voilà. Non, je t'ai laissé aller jusqu'au bout parce que c'est effectivement on donnera le même temps de parole à Loïc pour une totale équité. Mais voilà, je voulais te laisser, surtout avec le distanciel, c'est un petit peu compliqué. Loïc, donc tu as le droit à 1 minute 30, je crois. 1 minute 30. La caméra est en face de toi. Tu peux me redire la question pour que je Ah oui, je vais te la redire avec grand plaisir. Quelle vision de l'avenir as-tu concernant les droits des LGBTQIA+. Nina a une vision finalement très européenne, et toi, tu peux avoir une toute autre vision, et justement, à convaincre les viewers. Top. Je dirais que moi j'ai une vision globale de tout ça parce que c'est un mouvement que j'affectionne énormément, parce que pour moi cet arc-en-ciel il rassemble les gens, parce que c'est plein de gens qui sont différents, qui se sont rassemblés ensemble pour se battre malgré leurs particularités. Et aujourd'hui je me rends compte qu'on a tous nos souffrances, femmes, handicap, genre, sexualité, et que ça devrait pas être le cas, qu'on devrait tous être ensemble. Et moi, je vais pas prôner de l'indifférence, mais plutôt de l'amour et l'envie que chacun ouvre son cœur aux autres, comme il l'ouvrirait à son fils, à son cousin, à sa sœur, à sa meilleure amie, à son meilleur ami. Il faut avoir cette ouverture. Je dirais que c'est ça que je vais porter pendant ces 1 minute, parce que pour moi, la société et le monde, c'est plein de fils rouges, plein de problèmes, plein de petits problèmes. Et si on s'attaque juste à un petit problème, on n'enlève pas, on n'arrête pas le criminel central. Et ce criminel central, c'est pas une personne, c'est pas une politique, c'est pas une société, c'est nous tous. On est tous criminels. Et il faut aujourd'hui qu'on ouvre notre cœur, et c'est la seule manière de résoudre cette énorme enquête et d'enlever ces fils rouges, parce que ce drapeau arc-en-ciel, il rassemble les gens. Et aujourd'hui, j'ai envie que cette ouverture, elle soit partout, pour tous et pour toutes. Et je le souhaite pour l'Europe, mais plus globalement pour le monde, parce qu'aujourd'hui, même si l'Europe devenait un Eldorado pour les personnes LGBTQ+, il y a encore beaucoup d'endroits où les gens sont crucifiés pour leur sexualité, où ils sont violentés pour leurs différences, que ça peut être le handicap, ça peut être une couleur de peau. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ouvre notre cœur et qu'on fasse place à l'amour. Merci Loïc, parfait, égalité dans les temps de parole. Merci à tous les deux. Attention, là ça va être ce soir très difficile à départager parce qu'on a eu deux discours de haute voltige et de qualité. Top pour les votes. Pendant quelques minutes, vous allez pouvoir voter grâce à D'Artagnan qui a mis en place le système de vote sur la discussion Twitch dans le carré noir, me dit-il. Voilà, dans le carré noir. L'occasion pour moi de remercier Loïc d'être venu et d'avoir participé à cette discussion, de remercier Nina en distanciel d'avoir été avec nous également, sans problème technique. Franchement, pour une fois, en fait on va faire en distanciel maintenant. En fait c'est mieux qu'en présentiel, c'est en distanciel ça marche. Mais en tout cas voilà, merci à toi Nina, et donc du fait de n'avoir eu aucun souci technique, un grand merci à D'Artagnan, comme chaque semaine, pour sa régie de qualité et qu'on peut applaudir. Un grand merci également à Bruce, notre ami de Radio Rec, qui a permis à D'Artagnan en équipe de pouvoir réaliser ce live en distanciel ce soir. Radio Rec, notre asso partenaire, voilà. Merci à notre public qui était là ce soir, chez vous, à la maison, ou dans un parc, ou je ne sais où, et dans un parc, oui, peut-être, pourquoi pas, sur les bords de Seine, ou d'autres rivières. Et donc, notre public présent dans la salle ce soir, voilà.
Merci à eux d'avoir été avec nous. Yes. Et puis, la prochaine fois que nous nous verrons maintenant, eh bien, ce sera mardi prochain dans le cadre de l'Euro-débat de la jeunesse. Suivez-nous sur Instagram, c'est très important parce que toutes les informations et dès aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, eh bien tous les jours, on va vous distiller des informations. Déjà sur les invités que nous allons recevoir, si vous allez sur notre Instagram, c'est lestribun.s à la fin. N.S. Eh bien, chaque jour, on fait une pub sur les invités. Voilà, un post sur son parcours politique, et donc vous pouvez en savoir d'ores et déjà donc davantage, et ce jusqu'à mardi prochain. Et puis avec plein de petits tips également. Donc, ça sera formidable. 21 mai. 19h-22h, sur les thématiques que nous allons aborder, on va aborder 3 thématiques qu'on peut d'ores et déjà vous dévoiler ce soir. On va aborder la thématique de l'environnement, la thématique de la sécurité et en dernière partie, l'Europe, l'avenir et les jeunes, avec pour chaque question finalement une mini thématique autour d'Erasmus, du chômage des jeunes. Donc voilà, ça va être très participatif et j'espère que vous serez toutes et tous présent en présentiel, on l'espère, mais pour celles et ceux comme Nina qui habite Rennes, le distanciel avec le live Twitch. J'ai terminé, D'Artagnan me fait des signes car je crois que l'appel au vote est terminé. D'Artagnan, je te laisse annoncer le résultat de ce soir. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense qu'on m'entend. Alors, le tribun de la semaine est attribué à Loïc à 60%. Et je vais pouvoir, Loïc. Non. Je vais pouvoir. Oh. Tu ne veux pas? Non, moi je pense qu'on le mérite tous les deux parce que Nina écoute incroyable. alors. Et on en aura besoin pour l'Europe. Eh ben ça. Merci. Voilà, et ben Nina, je te le transmets voilà, par la voix du Seigneur, j'allais dire. Voilà, comme ça. Voilà, ici. C'est bon, D'Artagnan? Merci. Je le dirige bien, voilà. Et à Loïc, donc, du coup, de manière symbolique. Mesdames, messieurs, rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, 19h. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Bonne toi. soirée tout le monde, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.